Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, durant laquelle je vais travailler sur le protectionnisme, donc la deuxième partie du chapitre 3, et revenir sur l'annexe 2 que vous aviez à préparer pour demain, et qui nous permettra de détailler un petit peu les arguments du débat qui opposent le libre-échange, qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, au protectionnisme. Alors, le protectionnisme, déjà, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû le définir dans votre annexe 2. Hein, donc, hop, la voici. Vous avez la correction qui va être mise en lien dans le cahier de texte et dans Pronote. Donc, le protectionnisme, hein, c'est un ensemble de mesures ou de théories qui visent à mieux protéger les producteurs nationaux de la concurrence étrangère par des barrières. Alors, on a dans le cours que je vous ai donné, qui est tapé, trois types de barrières qui sont distinguées et qu'il faut connaître toutes les trois. D'abord, deux principales barrières. La première barrière, c'est la barrière tarifaire qui correspond aux taxes douanières qu'un État peut imposer à tout produit qui est importé. Ça veut dire que le prix de ce produit va être volontairement accru, augmenté, par l'imposition à la douane d'un impôt. Ces tarifs douaniers, c'est ce qu'on appelle aussi les tariffs en anglais, et on a déjà vu ce mot-là anglais puisque dans l'acronyme GATT, il y a un T qui correspond à tariffs. Donc l'idée du GATT justement, c'était de réduire ces barrières tarifaires parce qu'elles limitent les échanges internationaux de marchandises. Lorsque Donald Trump, par exemple, taxe l'acier chinois et l'acier européen, c'est une taxe douanière, justement, c'est une barrière tarifaire, et de ce fait-là, les entreprises américaines limitent l'utilisation d'acier importé et privilégient de plus en plus l'utilisation d'acier américain. En tout cas, c'était le but de Donald Trump. Il y a un deuxième type de barrières qui sont des barrières protectionnistes, qu'on appelle défensives, hein, qui protègent les produits nationaux. Ce sont les barrières non tarifaires. Pourquoi? Parce qu'on peut protéger les produits créés sur le territoire autrement qu'en taxant les produits importés. On peut notamment créer des contraintes comme des quotas. Les quotas, ce sont des quantités limitées de produits que l'on peut importer et qu'il ne faut pas dépasser. Donc il y a par exemple des quotas de textiles qui peuvent s'exprimer en tonnes, il y a des quotas sur le vin qui peuvent s'exprimer en litres. Tous ces quotas sont des quantités à ne pas dépasser. Donc une fois par exemple que les États-Unis ont importé X milliers de litres de vin français, eh bien ils ne peuvent plus en importer davantage. Alors ça n'existe plus ce quota, mais ça a existé pendant longtemps. De la même manière, ce qui est davantage utilisé maintenant que les quotas, ce sont les normes. Les normes dans le domaine sanitaire, environnemental et social. C'est quoi une norme? Eh bien, c'est une règle qui s'impose à un producteur pour que le produit soit accepté et certifié, qu'il puisse donc entrer sur le marché. Donc, par exemple, en Europe, on a les normes CE. Les normes CE sont des normes notamment sanitaires et environnementales. Hein, donc on a aussi les normes ISO, qui sont des normes concernant les risques qui sont pris par le producteur lorsqu'il produit un bien ou un service. Donc toutes ces normes qui vont être respectées par nos producteurs nationaux risquent d'empêcher des produits venant de l'étranger, puisque si les pays étrangers n'ont pas de produits qui respectent ces normes, ils ne peuvent pas exporter vers chez nous. Hein, donc par exemple, on a beaucoup de produits chinois qui ne peuvent pas être vendus sur le sol européen parce qu'ils ne respectent pas la norme CE. C'est le cas de jouets qui vont utiliser des peintures au plomb. C'est le cas également de produits en plastique qui vont utiliser du plastique non recyclé. Bref, toutes ces barrières défendent nos produits intérieurs contre des produits étrangers qui ne respecteraient pas les mêmes normes. Alors ça, c'est les deux premiers types de barrières. C'est les deux plus simples à comprendre, mais il y a aussi d'autres mesures protectionnistes qui sont offensives. Là, le but n'est pas de défendre les produits nationaux vis-à-vis de la concurrence étrangère, mais bien de donner un avantage à nos produits nationaux contre la production étrangère sur les marchés étrangers notamment. Donc là, il s'agit notamment de donner un avantage aux entreprises locales, aux entreprises françaises par exemple, pour qu'elles puissent aller capter des consommateurs sur les marchés étrangers. Admettons, prenons un exemple,
que l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni subventionnent Airbus lorsqu'il crée un nouveau porteur, c'est-à-dire un nouvel avion, et que ça permette à Airbus d'avoir des prix très attractifs sur le marché chinois, sur le marché américain, notamment face à Boeing. Ça, c'est un protectionnisme qui est dit offensif. On fait en sorte que les produits nationaux soient plus compétitifs que les produits étrangers. Voilà pour ce qu'est le protectionnisme. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend de telles mesures? Donc, quels sont les avantages? On les a ici dans le deuxième paragraphe du cours. Évidemment, le but, ça va être de protéger la production nationale. Pourquoi? Eh bien, parce que taxer les importations, ça va d'abord rendre les produits étrangers moins compétitifs face à nos produits nationaux. Effectivement, les produits importés ont un prix qui est augmenté par la taxe douanière et qui risque du coup d'être supérieur au prix des produits qu'on réalise sur le territoire. Donc, ces produits n'ont aucune chance en termes de compétitivité. Deuxième avantage, c'est que les usines, les entreprises qui produisent sur notre territoire vont renoncer à délocaliser dans des territoires étrangers, c'est-à-dire transférer leur site de production vers un site étranger. Pourquoi? Parce qu'il faudra à ce moment-là rapatrier la production de l'étranger sur le sol national et elle sera à nouveau face à des barrières tarifaires ou non tarifaires qui risquent de limiter la possibilité de faire revenir la production qu'on a décidé de délocaliser. C'est le cas par exemple d'Apple qui craint énormément dans les prochaines années les mesures protectionnistes de Donald Trump parce qu'Apple produit tous ses produits essentiellement en Chine, c'est là en tout cas qu'Apple les assemble. Il y a une grosse partie également des produits d'Apple, en tout cas des composants des produits d'Apple qui viennent de Corée du Sud ou du Japon. Et donc Donald Trump a dit qu'il allait taxer à la frontière les produits tels que l'iPhone parce qu'ils ne sont pas créés sur le sol américain. Et donc Apple est en train de réfléchir à la possibilité de rapatrier une partie de la production aux États-Unis, alors que c'est une firme qui avait entièrement délocalisé l'exécution des tâches et qui n'avait conservé sur le sol américain que la conception des tâches, la conception des produits, et le service après-vente notamment. Troisième avantage, évidemment, c'est que lorsqu'on protège des entreprises, eh bien, les entreprises qui sont de petite taille, qui ont une taille insuffisante pour faire face à la concurrence étrangère, vont avoir le temps de s'adapter, soit parce qu'elles sont naissantes, soit parce qu'elles sont en déclin, et donc elles vont avoir le temps de s'adapter à une concurrence étrangère et atteindre une taille suffisante pour être compétitif face à la concurrence étrangère. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que le protectionnisme peut être temporaire, le temps qu'une industrie puisse naître et se développer, ou qu'elle puisse se reconvertir si elle est en difficulté pour faire face à la concurrence étrangère. Enfin, dernier avantage du protectionnisme, on l'a particulièrement à l'esprit en ce moment avec les difficultés de la France ou d'autres pays européens ou américains à se fournir, par exemple, en masques ou dans certaines substances médicamenteuses. On voit bien que l'avantage du protectionnisme, c'est aussi de conserver chez nous, sur notre territoire, des entreprises, plutôt que de les laisser se délocaliser, et du coup profiter d'une souveraineté quant à la production de certains produits jugés essentiels. La France, par exemple, ne produit plus ou de moins en moins de substances médicamenteuses qui sont pour la plupart produites en Chine. Elle ne produisait quasiment plus de masques chirurgicaux. Tout était délocalisé là aussi en Chine. Et donc, elle prend conscience qu'en protégeant les usines qui sont encore aujourd'hui capables de produire un peu de masques et en protégeant les usines ou les laboratoires qui produisent des substances médicamenteuses, elle conserve sur son territoire ses outils de souveraineté au moment d'une crise sanitaire, par exemple. Alors ça, c'est déjà appliqué, notamment dans le domaine de l'armement militaire. La France a conservé énormément d'usines concernant l'armement militaire et elle passe commande volontairement auprès de ces usines françaises, même si ça lui coûte plus cher, afin de conserver sa souveraineté en matière d'armement.
là, évidemment, on se demande bien pourquoi le libre-échange a fait consensus pendant des décennies, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, et on se demande bien pourquoi Donald Trump est autant critiqué à travers le monde pour ses mesures protectionnistes. On a le sentiment qu'elles n'ont que des avantages. Bon, en réalité, les mesures protectionnistes doivent être débattues. On voit bien que le débat entre libre-échange et protectionnisme ne tourne pas à l'avantage du protectionnisme, bien au contraire, mais même si on peut on va dire le soutenir en partie, il a de gros désavantages. Alors, ces gros désavantages, en fait, découlent des avantages du libre-échange, hein. Quand on prend des mesures protectionnisme, on fait reculer le libre-échange et donc on profite moins des avantages du libre-échange. C'est l'inverse aussi, hein. Quand on prend des mesures en faveur du libre-échange, par exemple des accords multilatéraux ou des accords régionaux, on fait reculer les protections pour nos productions nationales et donc on a des désavantages du libre-échange qui correspondent aux avantages du protectionnisme que l'on perd. Donc, si vous voulez, les avantages du protectionnisme sont les inconvénients du libre-échange, et les inconvénients du libre-échange sont les avantages du protectionnisme, hein. Il y a une logique. Donc ici, on va retrouver dans les effets néfastes du protectionnisme beaucoup des idées qu'il y avait parmi les avantages du libre-échange. Première idée, bien entendu, c'est tout ce qui concerne l'amélioration, l'augmentation de la concurrence. Effectivement, moins de concurrence liée au protectionnisme, c'est moins d'incitation à innover et moins d'efficacité productive pour les producteurs nationaux. Finalement, s'ils sont protégés, pourquoi faire des efforts en innovant et en cherchant à être plus efficaces? De la même manière, ils ne sont pas incités à baisser les prix puisque la concurrence étrangère est déjà plus chère qu'eux du fait des taxes douanières. Donc du coup, les consommateurs vont avoir un choix qui est beaucoup moins diversifié. Vous voyez, on retrouve les éléments liés aux avantages du libre-échange qui sont ici les inconvénients du protectionnisme. Par ailleurs, on peut rajouter deux éléments qui n'avaient pas été traités dans les avantages du libre-échange et qui sont au désavantage du protectionnisme. Le premier élément, c'est le risque d'une guerre commerciale. C'est le cas actuellement. L'Union européenne a pris des mesures de rétorsion contre les mesures protectionnistes de Donald Trump. Notamment, l'Union européenne a taxé certaines productions américaines, comme les Harley-Davidson. La Chine a également décidé d'augmenter certaines taxes douanières sur des produits américains. Donc il y a une guerre commerciale qui va aboutir à des mesures de rétorsion des pays les uns envers les autres, et donc à une diminution des échanges internationaux. Par ailleurs, cette diminution des échanges internationaux, due aux mesures protectionnistes, va avoir un effet récessif, c'est-à-dire risque de limiter, de ralentir la croissance économique. Pourquoi? Parce que, évidemment, s'il y a de moins en moins d'importations et d'exportations entre les pays, si les États-Unis importent moins d'acier étranger, ça veut dire que les étrangers exportent moins vers les États-Unis, et donc obligatoirement, il y a dans ce cas un ralentissement de la croissance des pays exportateurs. C'est le cas notamment de l'Allemagne. L'Allemagne connaît des difficultés économiques depuis environ l'année 2018, c'est-à-dire la mise en œuvre des mesures protectionnistes par Donald Trump. Et donc du coup, on voit bien un ralentissement de la croissance en Allemagne lié au ralentissement de ses exportations. C'est le cas aussi pour la Chine, qui avait des taux de croissance du PIB à deux chiffres dans les années 2010-2015 et qui, depuis 2016-2017, tend à avoir une croissance économique qui se limite à 5-6% de croissance du PIB par an environ. Donc, la croissance économique ralentit, les mesures protectionnistes, du fait de la diminution des échanges internationaux de marchandises, provoquent une récession. Voilà pour ce débat entre protectionnisme et libre-échange. Je vous incite bien sûr à me poser des questions sur Discord si vous avez des besoins particuliers. Je vous rappelle aussi qu'on se voit, ou plutôt on s'entend demain, on s'échange demain sur Discord des messages vocaux. Et donc du coup, n'hésitez pas à bien travailler ça et à préparer des questions pour demain.